Bonjour. L'objectif de cette présentation vise à démontrer comment installer le serveur de facturation personnalisé dans une machine virtuelle gérée par VirtualBox, afin de l'exploiter de façon locale ou distante. Tout d'abord, le serveur de facturation personnalisé est une application offerte comme solution clé en main par la firme AES, accompagnée d'un serveur virtuel. Certaines caractéristiques de cette application sont les suivantes. La possibilité de configurer son usage en une langue, français ou anglais, ou en mode bilingue, français et anglais. Un programme de loyauté permettant de mieux fidéliser et accroître votre clientèle de base, par référence de clients, ou attribution de points sur achat, est intégré à l'application et peut être optionnellement activé à volonté. Une gestion hiérarchisée des utilisateurs avec droit d'accès. Ainsi que des administrateurs et super-administrateurs. Une gestion détaillée de votre liste de clients. Une gestion des stocks de produits tangibles. Une gestion des services que vous offrez. Une gestion des forfaits d'abonnement pour services récurrents que vous pourriez offrir. Les abonnements ont des cycles de facturation hautement flexibles. Une création rapide et précise de vos factures et devis, incluant vos produits, services, ou abonnements, qui peuvent être ajoutés soit par présélection de catégories et d'objets, ou par simple autosuggestion. Les factures peuvent être produites en format lettre, ou rouleau thermique pour impression, ou être envoyées par courriel en tout temps. L'accès à l'historique de factures et d'objets facturés sera bien entendu disponible. Une fonctionnalité d'auto-facturation permettra au serveur de suivre et de générer les factures d'abonnement rendues à échéance pour chaque client, de façon entièrement autonome. Divers graphiques seront à votre disposition, afin de rapidement visualiser les données de vente, de profit, ou de production de divers utilisateurs, en un clin d'œil. Un outil flexible de création d'étiquettes pour vos produits tangibles sera à votre disposition. Un outil de prise de rendez-vous pour bons de travail avec vos clients sera à votre disposition. Ces rendez-vous pourront être affichés sur un calendrier en vue quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Vous aurez la possibilité d'adapter vos règles de taxes commerciales à un pays ou région de votre choix, avec grande flexibilité. Ainsi qu'un choix de signes de devise à travers toute l'application et les documents qui y seront produits. Avant de procéder à l'installation du serveur de facturation personnalisé sous VirtualBox, il est donc important que VirtualBox soit déjà installé dans votre système d'exploitation Windows, Mac ou Linux. Cette démonstration va se concentrer à l'environnement Windows et nous commencerons par vous proposer 3 étapes préalables et simples, permettant le bon fonctionnement de cette solution pour vous, quel que soit votre système d'exploitation. Première étape. Procédez à l'activation de virtualisation matérielle au niveau du BIOS de votre ordinateur. Lire les instructions d'aide affichées à l'écran pour cette première étape. Deuxième étape. Télécharger l'application VirtualBox à partir d'une source fiable, puis l'installer sur votre ordinateur Windows, Mac ou Linux. Lire les instructions d'aide affichées à l'écran pour cette deuxième étape. Troisième étape. Télécharger le fichier ISO du serveur de facturation personnalisé à partir d'une source fiable, puis vérifier l'intégrité de ce fichier à travers un outil de validation de somme de contrôle, ou checksum. Cette vérification est optionnelle, mais hautement recommandée, pour s'assurer d'avoir téléchargé un fichier ISO valide. Lire les instructions d'aide affichées à l'écran pour cette troisième étape.
Nous allons à présent procéder à une démonstration d'installation et configuration du serveur de facturation personnalisé dans VirtualBox, sous l'environnement Windows. Pour cette démonstration, nous avons déjà activé la virtualisation au niveau du BIOS de l'ordinateur et installé l'application VirtualBox. Nous allons donc commencer par valider l'intégrité du fichier ISO du serveur de facturation personnalisé, qui a déjà été téléchargé. Le chemin vers le fichier ISO est le suivant, c2./cbs-cbs-sfp/cbs-sfp-bav25.11.iso. Nous utiliserons la commande certutile déjà intégrée au système Windows. Nous allons patienter un petit instant, afin de confirmer la correspondance de valeur de contrôle ou checksum qui nous a été préalablement fournie. La valeur a été confirmée. Nous allons à présent créer une nouvelle machine virtuelle, que nous appellerons système de facturation. Nous allons lui assigner le fichier ISO préalablement téléchargé et vérifié. L'OS est Linux. Distribution de l'OS est Linux 2.6. La version de l'OS est Linux 2.6/3.x/4.x/5.x, 64 bits. La valeur de cette option peut légèrement différer en fonction de la version de VirtualBox. L'essentiel ici est l'architecture 64 bits. Et, nous passerons aux spécifications du matériel virtualisé. Il est recommandé d'attribuer un minimum de 2 Go de mémoire RAM à cette machine virtuelle, jusqu'à concurrence de la moitié de mémoire disponible pour le système hôte. Dans notre cas spécifique, nous attribuerons donc 6 Go de mémoire RAM, sur 16 Go de RAM disponible à cette machine virtuelle, soit 6144 mégabits. Nous attribuerons aussi 2 CPU, sur 4 disponibles. Quant à la spécification du disque dur virtuel, le minimum recommandé pour ce système est un disque de 15 Go, jusqu'à 20, 25, ou même 30 Go, tout dépendant de votre espace de stockage disponible. Nous attribuerons 15 Go et sauvegarderons cette fenêtre. Puis nous revisiterons la configuration initiale en revenant à l'onglet Affichage de la configuration, afin de s'assurer que la valeur de mémoire vidéo soit assignée à au moins 128 mégaoctets, et que celle du contrôleur graphique, soit à VBox SVGA avant tout démarrage de cette machine virtuelle, et nous désactiverons aussi le son du système. Nous pouvons maintenant terminer cette configuration, et procéder au démarrage initial. Prendre note que pour toute installation de système d'exploitation dans une machine virtuelle, que nous effectuerons normalement 2 démarrages de la machine virtuelle, pour compléter le projet. Le premier démarrage initial s'appuiera sur l'image ISO, et vise à simplement installer le système d'exploitation au disque dur virtuel, nouvellement créé. Puis viendra le deuxième démarrage, qui s'appuiera sur le disque dur virtuel, et pour lequel nous effectuerons les dernières configurations qui devront demeurer permanentes pour tous les démarrages subséquents. Après ce démarrage initial, nous accédons au bureau, et lançons l'outil d'installation de Nopix au disque dur virtuel, en cliquant une seule fois dessus. Nous choisirons la deuxième option pour installation au disque dur fixe, puis confirmerons qu'il s'agit bien du disque dur virtuel de VirtualBox récemment créé.
Puis, nous opterons pour la première option, qui créera une partition persistante avec notre installation, et nous confirmerons le formatage de cette partition à 2 reprises. Nous cliquerons OK pour confirmer la taille de la partition persistante. Ensuite, nous attendrons quelques minutes afin que l'installation du système d'exploitation au disque dur virtuel soit complétée. Cette étape va durer quelques minutes. Nous prendrons donc une petite pause et reviendrons une fois qu'elle sera complétée. À la fin de ce processus, il nous est demandé si nous souhaitons encrypter ou chiffrer notre espace de stockage avec un mot de passe. Nous choisirons No pour cette démonstration. Il est bon de savoir que malgré l'avantage que procure le chiffrement de cette partition en matière de sécurité, ce chiffrement rallonge considérablement le temps d'installation. De plus, il y a un risque de perte d'accès total au système en cas d'oubli de ce mot de passe. Toutefois, c'est une décision à prendre individuellement au cas par cas. L'installation du système d'exploitation au disque dur est maintenant terminée. Il est donc temps d'éteindre cette machine, de procéder au dernier ajustement de configuration, puis de la démarrer à nouveau. Nous allons appuyer sur la touche Entrée pour éjecter le fichier ISO. Pour cette configuration finale, nous irons d'abord à l'onglet Système afin de décocher tous les périphériques de démarrage, à l'exception du disque dur virtuel. Et nous décocherons l'option Hardware Clock in UTC afin de s'assurer que l'heure de la machine virtuelle soit synchronisée avec celle de la machine hôte. Ensuite, nous irons à l'onglet Stockage, pour s'assurer que le fichier ISO soit dissocié du contrôleur IDE. Ce qui semble déjà fait, car il y est mentionné « vide ». Enfin, nous terminerons cette configuration à l'onglet Réseau. Pour cette démonstration, nous allons prévoir 2 adaptateurs réseau. Un premier adaptateur pour le réseau privé hôte, pour lequel nous noterons simplement l'adresse MAC. Quant au deuxième adaptateur, pour accès par pont, nous vérifierons au champ Name que le adaptateur associé à l'interface du routeur externe est bien sélectionné. Puis, nous noterons aussi son adresse MAC. Voir ci-dessous, notre tableau de notes prévu à cet effet. Réseau privé hôte 08002-7B3B105. Réseau d'accès par pont 08002-741-6B68. Et nous cliquerons OK et procéderons au dernier démarrage. Prendre note qu'en pratique, on aura simplement besoin de l'un des 2 interfaces réseau. Nous souhaitons simplement expliquer l'objectif de chaque interface réseau. Le réseau privé hôte permet d'accéder aux applications du serveur à partir de la machine hôte seulement et disposera généralement d'une adresse IP privée et fixe, déjà configurée dans la machine virtuelle, pour fin de facilité. Tandis que le réseau d'accès par pont permet d'accéder aux applications du serveur à partir de la machine hôte, ainsi que toutes les autres machines connectées au même réseau local, car celui-ci est créé par une connexion directe au routeur du réseau local. Son adresse IP privée est dynamiquement assignée par le DHCP du routeur local. Mais il serait important de réserver cette adresse IP au DHCP du routeur, si l'on souhaite opter pour cette configuration, et éviter qu'elle ne change de temps en temps.
Une fois la machine virtuelle redémarrée, nous cliquerons d'abord au bouton droit sur l'icône de connexion au réseau, puis choisirons l'option Edit connexion. Pour Host Only Connexion, nous irons à l'onglet Ethernet, afin d'assigner l'adresse MAC préalablement notée et attribuée par le gestionnaire de VirtualBox, puis à l'onglet IPv4 Settings afin de noter l'adresse IP statique. La passerelle et le réseau ici, doivent toujours correspondre à l'adressage par défaut de l'adaptateur VirtualBox de l'hôte. Pour Bridged, LAN connexion. Nous irons aussi à l'onglet Ethernet, afin d'assigner l'adresse MAC préalablement notée et attribuée par le gestionnaire de VirtualBox, puis à l'onglet IPv4 Settings afin de confirmer que le DHCP est bien en vigueur. Nous allons sauvegarder les connexions de réseau, et cliquer encore au bouton droit puis gauche, sur Enable Networking, pour activer les connexions réseau. Une fois les connexions établies, nous y revenons une dernière fois sur Connexion Information, afin de confirmer les adresses IP et MAC, puis noter celle de l'accès par pont, ou bridged, LAN connexion fournie par le DHCP. Nous allons ensuite lancer l'installation du système de facturation en un clic, avec les données de démonstration qui nous conviennent le mieux, puis nous allons confirmer, et prendre une pause. À la fin de l'installation du système de facturation, nous cliquerons No, à la demande d'ouvrir l'application à l'intérieur de la VM, car notre objectif est d'y accéder à partir de la machine hôte, ou par autre machine connectée au réseau local. Il sera maintenant question de tester les deux connexions via des navigateurs web, tels que Google Chrome et Edge. Prendre note que les versions HTTPS sont supportées par des certificats SSL et TLS auto-signés, et seulement utiles pour un usage interne des applications.
Une fois authentifié dans l'application, il est important de prendre le temps de visualiser les vidéos de support pour aide aux diverses configurations dans l'application. Et, avant d'activer toute nouvelle installation, il est minimalement important d'indiquer votre nom d'entreprise aux paramètres de l'application. Exemple. Mon nom d'entreprise. En conclusion, la connexion au réseau privé hôte, aussi appelé Host Only Connection, permet l'usage des applications hébergées par VirtualBox, au niveau de la machine hôte seulement. Tandis que la connexion au réseau d'accès par pont, aussi appelé Bridged Connection, permet l'usage des applications hébergées par VirtualBox, à la fois au niveau de la machine hôte, au niveau de tous les postes de travail connectés au même réseau local, ainsi que de manière distante, si associés à un nom de domaine, avec redirection de ports et mesures de sécurité supplémentaires et adéquates. Il demeure aussi important de comprendre que l'on devrait normalement choisir l'un ou l'autre des deux types de connexion démontrés en fonction des besoins typiques de chaque client et que l'exposition de votre serveur de facturation ou de votre machine hôte à tout type de trafic Internet comporte des risques à la sécurité qu'il faut idéalement éviter ou absolument atténuer pour une longue pérennité de vos affaires. N'hésitez pas à nous contacter via WhatsApp, Signal ou Telegram pour tout besoin de support. Nous vous remercions pour votre attention et vous souhaitons une excellente journée. Mon nom d'entreprise. Mon nom d'entreprise. Bye maintenant.